Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Nouvelle hausse du chômage en avril, 58 500 demandeurs d'emploi de plus qu'au mois de mars, plus 24,6% en un an. Une tendance qui va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année, c'est le Premier ministre qui le dit, nous l'entendrons. Après des mois de polémique, le dépôt du tribunal de grande instance de Paris va subir des travaux de rénovation. Ces 60 cellules sont jugées insalubres et vétustes. Le tabac, première cause de mortalité prématurée. Une nouvelle campagne de prévention a été lancée aujourd'hui. Son slogan, pour arrêter de fumer, mieux vaut ne pas commencer. Roland Garros, ses joies, ses peines, c'est fini pour les Français Jocelyn Wana et Gilles Simon, mais ça continue pour la jeune Aravan Rezaï. Tous les résultats de ce troisième tour dans votre journal. Et puis Susan Boyle sous pression, inconnue il y a 6 semaines, révélée depuis par une émission britannique. Cette nouvelle star a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Elle pourrait jeter l'éponge avant la finale de demain soir. Mais d'abord la mort de Karine Ruby. On l'a appris cet après-midi. La championne de snowboard s'est tuée aujourd'hui vers midi dans le massif du Mont Blanc. Un autre alpiniste a trouvé la mort, un troisième, et dans un état grave. Championne olympique, 6 fois championne du monde, Karine Ruby aura contribué à rendre le surf des neiges populaire. Manuel Tissier. Karine Ruby restera l'un des trésors du sport français. Premier titre olympique de l'histoire du snowboard. Ses yeux bleus et sa médaille d'or ont ébloui l'hiver 98. La jeune femme de 31 ans a trouvé la mort ce matin dans le massif du Mont Blanc. Devenue aspirante guide de haute montagne à Chamonix, l'ancienne championne évoluait au pied du col d'Entrèves à 3000 mètres d'altitude. Karine Ruby encadrait 2 clients à la descente de ce col. Ils progressaient tous les 3 sur un glacier et ils sont tombés dans une crevasse. Karine Ruby est sortie de l'anonymat et du brouillard un jour de février 98, à 20 ans. Première médaille de la délégation tricolore à Nagano, elle est fêtée en héroïne à son retour à Chamonix. Elle était une enfant de la ville, passionnée par une montagne qui l'a faite reine et l'a finalement emportée. Quand je reviens sur la vallée de Chamonix, je me sens protégée, je me sens bien, je suis chez moi, j'ai tous mes amis, donc je me sens vraiment à l'aise ici. 4 ans plus tard, Karine Ruby décroche une nouvelle médaille, en argent cette fois. Avec 6 titres de championne du monde, elle possède le plus beau palmarès du ski français. Depuis sa retraite sportive, la jeune femme n'a jamais cessé de dévaler les Alpes en toute liberté, dans ces montagnes qui garderont sa trace pour toujours. Insalubre, vétuste, pestilentiel, indigne, ce sont les adjectifs qui reviennent quand on évoque le dépôt du tribunal de grande instance de Paris. Après des mois de polémique, il va être rénové. 1 million d'euros vient d'être débloqué en urgence. Jusqu'à 90 personnes transitent chaque jour dans ces 60 cellules collectives. Sophie Rodier, Annie Triboire. Dans les sous-sols du palais de justice, un lieu qu'aucune caméra n'a jamais pu filmer. Le dépôt de Paris. Seules quelques photos existent. De la salle de fouille aux cellules de nuit, tous ceux qui y sont passés décrivent un lieu vétuste et sale. Cet ancien détenu a connu 5 fois le dépôt. On arrive au dépôt, la première chose, on est parqué dans une petite salle d'attente grillagée, une fouille à poil, totalement nue. Voilà, on est 4-5 au même moment, derrière des guichets, et les autres, à travers la porte grillagée, peuvent voir. Ensuite, on est emmené dans une salle commune. Une salle commune qui possède une toilette à vue, un toilette turque. Et là, on y reste quasiment toute la journée. Quand on arrive le matin au dépôt, on y reste toute la journée jusqu'à ce qu'on voit un juge. Et si on a le malheur d'arriver le soir au dépôt, on y passe la nuit. La nuit, en cellule, 7 mètres carrés pour 3 personnes, des lits superposés, en réalité des planches de bois sans matelas et sans couverture, des toilettes à la turque avec un simple muret. Ce député a visité le dépôt il y a 3 jours. Il faut savoir que les gens qui sont accueillis entre guillemets dans ces locaux sont des gens qui sont en garde à vue, qui sont présumés innocents, qu'on va sans doute relâcher quelques heures plus tard ou le lendemain, et qu'ils sont en attente d'être interrogés. On les met donc dans un état d'infériorité morale, psychologique, physique, totalement inacceptable. 22 cellules ont bien été refaites à neuf il y a 1 an, mais les policiers les utilisent peu car elles sont trop éloignées. Selon un magistrat qui vient d'inspecter les lieux, ces locaux sont indignes de la République. C'est son rapport qui a permis à des avocats d'obtenir la libération de leurs clients.
Ça va dans le sens de l'amélioration. Reste à savoir si, même avec ces améliorations, les conditions de rétention sont suffisantes pour que la personne qui soit jugée arrive dans un état assez serein. Et je ne parle pas d'hôtel 3 étoiles, même pas d'hôtel 1 étoile, simplement des conditions qui lui permettent, lui, de dormir, de se reposer, de préparer sa défense. Sitôt la décision du tribunal connue, la chancellerie a annoncé un plan d'1 million d'euros de travaux. Mais il s'agirait, selon le ministère de la Justice, d'une simple coïncidence. Un fiasco judiciaire se cache-t-il derrière l'affaire Coupa, libéré hier après 6 mois de détention provisoire. Le jeune homme est toujours mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il vient de faire appel ce soir de son contrôle judiciaire. Julien Coupa est accusé d'avoir saboté des caténaires sur les lignes TGV. D'après le procureur, sa libération ne doit pas être interprétée comme une absence de charge. Le point sur ce dossier avec Audrey Goutard, Pierre Monégier et Frédéric Delarue. Pas d'éléments matériels, pas d'aveu, mais un faisceau d'indices contre Julien Coupa et ses amis. Des preuves suffisantes, selon les magistrats antiterroristes, pour le confondre sur au moins un fait. Sa présence sur un lieu de sabotage. Les policiers le savent car ils avaient placé une balise sous sa voiture. Depuis plusieurs mois, Julien Coupa faisait l'objet d'une surveillance étroite des services de renseignement. Dans le cabinet du juge, le jeune homme et sa compagne ont justifié leur présence près de cette voie ferrée par leur souhait d'avoir un peu d'intimité. Malgré ces dénégations, les magistrats ont considéré que non seulement Julien Coupa était à l'origine de plusieurs sabotages, mais qu'en plus il s'agissait d'actes terroristes commis par un groupe extrémiste à la dérive. Ce sont des personnes qui sont engagées dans je dirais un chemin politique très violent, donc à travers un certain nombre de participations à des événements internationaux avec des recherches d'affrontements, et puis ensuite à travers un engagement dans la clandestinité pour, comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, vouloir détruire l'État. Et donc quand on parle de destruction, forcément on n'est pas dans l'action pacifique et dans la négociation. D'où également les 6 mois de détention provisoire. Selon le magistrat, il y avait un risque de communication entre les différents membres du groupe et de pression sur les témoins. C'est une aberration pour ses défenseurs. Ces détentions, c'est juste la signature d'une opération politique qui a amené à désigner d'une façon aussi brutale que théâtralisée qu'orchestrée ma cliente et les autres comme des ennemis intérieurs. Hors de prison, Julien Coupa n'est pas libre pour autant. Il a dû payer une forte caution et n'a pas le droit de quitter la région parisienne. 58 500 chômeurs de plus au mois d'avril. Sans grande surprise, le chômage continue d'augmenter, plus 24,6% sur un an. Et cela va continuer à ce rythme au moins jusqu'à la fin de l'année. Caroline Thébault, Daniel Lévy. Toujours plus de demandes et de moins en moins d'offres. Le Pôle emploi n'attendait pas un miracle. Avec 58 500 chômeurs en plus le mois dernier, un nouveau seuil est franchi. Plus de 2 500 000 Français sont aujourd'hui sans emploi. Pour le gouvernement, rien de surprenant avec la récession actuelle. Il ne peut pas y avoir de création d'emplois, il ne peut y avoir qu'augmentation du chômage. Et donc on aura une augmentation du chômage dans tous les pays européens qui va se poursuivre tout au long de l'année 2009 et sans doute encore un peu au début de l'année 2010. Déjà, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 24,6% sur un an. Principale victime, les jeunes. Plus 39,9% de chômeurs sur un an pour les moins de 25 ans. Pour de nombreux économistes, le Pôle emploi n'est pas prêt de désemplir car il y a plusieurs étapes à la crise. La première phase, les chefs d'entreprise ajustent en recourant moins aux heures supplémentaires ou au chômage et plus au chômage partiel. Puis dans un deuxième temps, ils ne renouvellent pas les emplois précaires, à savoir les CDD et les intérimaires. Et puis le troisième temps, c'est qu'ils procèdent à des licenciements économiques. Et on est au début de ce troisième temps. D'autant que les plans sociaux annoncés ces derniers jours, comme ici chez Goodyear Dunlop, ne sont pas encore pris en compte. Ils sont toujours en négociation. Mais ils pourraient bientôt se traduire par de nouveaux licenciements. Attention, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour poster votre déclaration d'impôt. Ça, c'est donc pour la déclaration papier. Si vous déclarez vos revenus 2008 par Internet, vous avez un sursis. Notez bien, jusqu'au 11 juin minuit pour la zone scolaire A, 18 juin pour la zone C et l'outre-mer et 25 juin pour la zone B et la Corse. Un homme d'une soixantaine d'années toujours recherché en Haute-Savoie, auteur présumé d'un meurtre il y a 8 jours dans un foyer de travailleurs migrants. Il y serait revenu la nuit dernière. 2 résidents ont été blessés. L'homme, lui, court toujours. Benoît Gadret, Philippe Fivet.
Depuis ce matin, 150 gendarmes ratissent une zone boisée située dans ce massif montagneux au-dessus de Sionzier. Ils sont assistés de 2 hélicoptères et d'équipes cynophiles. Un dispositif d'envergure pour retrouver au plus vite cet homme âgé d'une quarantaine d'années. Un individu armé d'un sabre qui serait l'auteur de 2 agressions commises dans ce foyer pour travailleurs immigrés. Il y a 8 jours, un Tunisien de 59 ans a été égorgé ici, dans sa chambre. Hier soir, l'agresseur présumé en fuite est revenu sur les lieux. Armé d'un sabre, il a blessé 2 résidents. Moi j'ai tombé là, lui il arrive, derrière moi. Il m'a donné un coup, voilà. Je ne sais pas, 1 ou 2, mon copain il a dit 2 coups derrière. J'ai peur beaucoup même, parce que j'ai dit ça y est, c'est le dernier jour. L'agresseur présumé n'a pas d'antécédents judiciaires. Il réside dans ce foyer depuis 3 ans. Les victimes avaient peu de contact avec lui. On sait que c'est un homme sportif, marathonien, qui connaît bien ce secteur boisé ici, parce qu'il s'y promène, parce qu'il y a peut-être séjourné, en tout cas dans les 8 jours qui viennent de s'écouler. Le dispositif de recherche sera reconduit demain. En attendant, le foyer a été placé sous surveillance. Il y a 6 ans, alors ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy avait imaginé le délit d'entrave à la circulation dans les halls d'immeubles. Depuis, le nombre de condamnations, vous le voyez, est resté faible et il ne cesse de baisser. Nous sommes retournés dans l'un de ces halls d'immeubles, dans un quartier sensible de la région de Maubeuge, où la population s'était mobilisée, la police était intervenue. 6 ans après, Elsa Palot et Patrick Würstorn ont pu constater que les difficultés ne sont pas totalement réglées. Madame le maire est plutôt fière. En 6 ans, ce quartier sensible de Louvroil s'est quasiment métamorphosé. Les peintures sont neuves et le maire n'hésite plus à donner de la voix. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'occuper les entrées. Sa grande fierté, les halls d'immeubles sont redevenus fréquentables. Tout a été rénové, Promocil, le bailleur social a refait tous les portiers. On a fait nettoyer d'ailleurs par des jeunes. Car lors de notre venue il y a 6 ans, l'ambiance était bien différente dans ces halls. Dégradation, violence et même trafic de drogue. Des locataires avaient alors osé saisir la justice malgré les tentatives d'intimidation. C'est des balances tout ça. Ça se balance. Il est là, chef du réseau, il est là. Qu'est-ce que vous lui dites, la dame? Balance. Pourquoi vous la traitez? Parce qu'elle nous a balancé, madame. Résultat, quelques mois plus tard, 7 condamnations dont 2 à de la prison ferme pour les squatteurs dans le cadre de la loi Sarkozy. Aujourd'hui, les locataires qui avaient osé parler fuient les caméras et officiellement, tout va bien. Osé parler, puis je vous dis, je suis fière parce que maintenant, tout est remis en place et puis tout s'est arrangé. Mais derrière les nouvelles peintures, la réalité n'est finalement pas si rose. Et manifestement, pour les locataires, la question de la sécurité dans l'immeuble reste taboue. Vous voulez pas répondre? Non. Pour quelle raison? Non. Au revoir. Car le problème s'est juste déplacé. Désormais, les parkings sont le théâtre des trafics en tout genre. Et les bruits est là, toute la nuit, de l'aveu même de ce jeune habitant. Parce qu'on se pose là, on se pose partout, madame. On galère, il n'y a rien à faire. Bah, on fait rien de mal devant chez vous, monsieur. Aujourd'hui, Madame le maire réclame des policiers supplémentaires, mais elle reconnaît qu'alors, les nuisances se déplaceront peut-être vers un autre quartier. Le fumeur a une chance sur 2 de mourir du tabac. À 2 jours de la journée mondiale sans tabac, le ministère de la Santé donne le coup d'envoi d'une nouvelle campagne pour rappeler que le tabac reste le premier facteur de mortalité évitable, 66 000 morts par an. Il y a 13,7 milliards d'années, nous avions une chance sur 200 milliards pour que le Big Bang ait lieu et que l'univers se dilate. Une chance sur 800 trillions pour que la Terre bénéficie d'une température vivable et qu'une cellule évolue d'une certaine manière pour aboutir à l'homme. Une chance sur 20 milliards pour que des centaines de millions d'hommes se battent pendant des milliers d'années et peuplent la Terre de cette façon et pas d'une autre. Vous aviez une chance sur plusieurs trillions pour que votre père et votre mère se rencontrent et une chance sur 200 millions d'être issus de ce spermatozoïde qui a réussi à accéder à l'ovule. Vous avez une chance incroyable, mais ça ne va peut-être pas durer. Un fumeur sur 2 meurt du tabac. Voilà pour cette nouvelle campagne. Et le mieux pour arrêter de fumer, c'est encore de ne pas commencer. Les médecins estiment que la précocité est le pire ennemi du fumeur. Physiologiquement plus sensibles au tabac, les jeunes deviennent dépendants bien plus vite.
Un ado sur 2 qui a essayé de fumer entre 11 et 15 ans ne s'arrêtera jamais. Perrine Bonnet, Thierry Breton. Autour d'un cendrier géant, unis dans un même élan. Ils se débarrassent de leur dernière cigarette. C'était hier midi sur le parvis de la Défense. Ces fumeurs avaient décidé qu'ils tiraient la dernière bouffée. L'occasion rêvait d'évoquer la toute première. La première, elle n'est pas top. Hein. On se demande pourquoi on continue après la première, en fait. C'était absolument épouvantable. C'était pour faire la belle, je crois. J'avais 16 ans, un truc comme ça. À l'image d'une sortie de collège cet après-midi, l'âge de la première cigarette ne diminue pas, loin de là. 9% des enfants de 9 à 10 ans déclarent avoir déjà fumé. À 15 ans, ils sont 65% à avoir essayé et 1 sur 2 va continuer à fumer. Des chiffres qui illustrent l'échec des campagnes anti-tabac. L'argument santé ne fonctionne pas sur ces adolescents que l'on a masqués. Ils craignaient quelques remontrances de leurs parents. On dit fumer tue, mais ça tue pas sur le moment, alors ça tue au bout de beaucoup d'années, alors on dit qu'on a le temps et qu'il faut profiter de la jeunesse. Je pense pas fumer jusqu'à mes 40 ans. Je pense arrêter avant. Le vrai message, c'est de dénormaliser effectivement le tabac dans l'environnement des enfants, que les parents aient un avis par rapport au problème, alors que souvent ils sont dans l'insouciance à ce sujet, pensant que leurs enfants ne vont pas fumer, puisque eux-mêmes ne sont pas fumeurs. Or, c'est pas aussi simple que ça. Ne pas démissionner face à un enfant qui fume déjà, ça peut être payant. Près de la moitié de ceux qui arrêtent la cigarette déclarent l'avoir fait à la demande des parents. Le point sur la grippe A avec ce chiffre de l'OMS publié aujourd'hui, 15 510 cas confirmés dans 53 pays avec un premier cas de contamination locale en Chine. Locale, c'est-à-dire un patient qui n'a pas voyagé à l'extérieur du pays ces derniers mois. Le virus H1N1 a fait 99 morts au total dans le monde depuis l'apparition de la pandémie. Il est 20h16 à suivre dans votre journal. Faut-il se fier au pavillon bleu pour choisir sa plage cet été? Nous vous dirons tout sur leurs critères d'attribution. Nous irons à Roland-Garros où c'est la jeune Aravan Rezaï qui sauve le camp français aujourd'hui. Et puis il mettait de la bonne humeur dans tous nos foyers. Marcel Béliveau ne cachera plus sa caméra. Il s'est éteint à l'âge de 69 ans. Mais d'abord, les européennes, J-9, dernière ligne droite pour les candidats en campagne. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes tête de liste Europe Écologie en Ile-de-France. Vous êtes en direct de Caen où vous êtes venu prêter main forte, soutenir la tête de liste dans le Grand Ouest. Vous faites campagne aujourd'hui pour l'Europe aux côtés de ceux avec qui vous vous étiez déchiré en 2005 sur la Constitution européenne, José Bové notamment. Comment avez-vous réussi à trouver une position commune ? Écoutez, le rassemblement rassemble des tas de gens qui étaient de mon côté aussi lors de débats sur le traité constitutionnel. Nous avons dit il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, pour répondre aux crises écologiques, environnementales auxquelles nous sommes confrontés, nous avons besoin de nouvelles politiques européennes, nous avons besoin de l'Europe. Donc c'est pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens européens que nous nous sommes mis ensemble. Pourquoi apparaître, Daniel Cohn-Bendit, sous l'étiquette écologie, Europe écologie, puisque aujourd'hui vous défendez d'autres sujets que celui-ci, et l'écologie, tout le monde sait bien maintenant que c'est un sujet qui est transcourant, non ? Non, pas du tout. Vous savez, beaucoup de gens parlent de l'écologie, mais peu en sont vraiment les porte-paroles et ont une radicalité à la défense de l'écologie. Prenez l'UMP. L'UMP propose dans son programme une taxe carbone qu'elle refuse au niveau national, qu'elle a refusée pendant 15 ans au Parlement européen. C'est pas très sérieux. Donc nous disons que si vous voulez un groupe écologiste fort qui sera un levier pour la transformation écologique, eh bien, Europe Écologie, c'est l'original. Donc vous croyez toujours à l'écologie politique ? Ah mais non pas que je crois, je suis persuadé que l'écologie politique est une réponse politique aux crises auxquelles nous sommes confrontés et qu'on ne peut pas mélanger et que les autres mélangent, ont un peu d'écologie dans un programme qui est complètement différent. Daniel Cohn-Bendit, au dernier... Et deuxièmement, nous sommes radicalement pro-européens. Parce que pour nous, et c'est pour ça que ça fait des mois que nous faisons campagne, et non pas en 15 jours, moi j'ai commencé la campagne au début octobre, parce que nous croyons qu'il faut
expliquer l'Europe aux citoyens. L'Europe, c'est une protection et nous devons protéger l'Europe pour que l'Europe puisse nous protéger. Dernière question, Daniel Cohn-Bendit, vous répondez d'un mot, le scrutin ne passionne pas les Français, donnez aux Français l'envie d'aller voter dans le 20h de France de ce soir. Le scrutin me passionne, le rêve européen me passionne. Le rêve européen, c'est notre avenir. Si nous ne voulons pas prendre notre avenir en main, eh bien d'autres prendront notre avenir en main. Soyons sérieux, allons voter. Europe Écologie vous donne une possibilité de voter pour l'Europe, de voter pour l'écologie, donc de voter pour vous. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit. Je rappelle que vous êtes tête de liste Europe Écologie en Ile-de-France, l'élection européenne. Et je vous donne rendez-vous le 3 juin au Zénith. Le Zénith portera Europe Écologie à son Zénith le 3 juin 19h30 au Zénith à Paris. Eh bien voilà, j'allais le dire, vous faites votre promotion tout seul. Moi je rappelle que le scrutin, c'est le 7 pour la métropole et c'est le 6 pour l'outre-mer. Merci Daniel Cohn-Bendit en direct de Caen. En ce week-end prolongé de la Pentecôte, on comptait déjà à 19h 300 km de bouchons cumulés. Les prévisions de bison futé, ça devrait être orange dans toute la France demain, dans le sens des départs. Et puis prudence, vous le savez, les longs week-ends sont souvent les plus meurtriers sur les routes. 2 personnes ont été tuées et 6 autres légèrement blessées ce matin dans un carambolage près de Lyon, dans le Rhône. Chaque année, elles se battent pour l'obtenir, car c'est du pavillon bleu que dépend en grande partie l'afflux des touristes étrangers sur les plages françaises. 310 plages l'ont décroché cette année. Elles se battent et elles payent. Se porter candidate à un coup, il faut ensuite répondre à de très nombreux critères. Anne Guillet-Épée, Alain Darrigan. Plutôt contents, les élus du Verdon. Ils peuvent hisser le pavillon bleu juste avant la saison estivale, un gage de qualité pour les touristes. Ça peut être décisif dans le choix de telle ou telle commune de villégiature pour l'été. Surtout pour les étrangers. Surtout pour les étrangers de l'Europe du Nord, effectivement. Condition essentielle pour obtenir ce fanion, la bonne qualité des eaux de baignade. Au total, une trentaine de critères pour le respect de l'environnement. Sans oublier la propreté des plages, toujours appréciée. J'aime bien quand c'est pas pollué déjà. Et puis, les plages sont propres, c'est super quoi quand c'est comme ça. Pourtant, beaucoup de stations balnéaires ne se portent pas candidates pour ce pavillon. Pour l'obtenir, il faut débourser chaque année entre 300 et 1000 euros. Il y a des villes qui pensent que c'est pas forcément utile pour eux, pour elles, qui pensent aussi que c'est trop difficile, que le dossier est trop compliqué. Nous, on arrive à montrer que des villes, même modestes, même de 2000 habitants, arrivent à obtenir le pavillon bleu. À Châtelaillon, pas question d'entrer dans la course. Le pavillon bleu ne serait pas un vrai label de qualité. Pavillon qui est déterminé par une commission dont on ne sait pas d'où elle sort, elle ne relève pas d'un décret ministériel, elle n'a pas de contrôle de l'État, elle n'a pas d'organisme certificateur. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Pour vous, c'est essentiellement commercial. C'est commercial, c'est de l'affichage. Et si le meilleur pavillon bleu, c'était finalement celui-ci, tout là-haut, sans nuages? Et les plages du Gard, elles feront peut-être le plein ce week-end, mais sans doute pas autant que les bodegas de Nîmes. C'est parti pour un long week-end de feria pendant 3 jours. La ville se transforme en lieu de fête avec, pour débuter, la célèbre novillade, sorte de corrida pour les aspirants toreros. Hélène Vergne et Frédéric Guibal y ont assisté ce matin. À tout juste 20 ans, Patrick Oliver a séduit les arènes ce matin par sa maturité. Avec la volonté d'être reconnu comme un torero en devenir, dans cette novillade de la Cap d'Or, unique à la ville de Nîmes. Là, c'est très important déjà par la répercussion des arènes qui sont une arène de première catégorie et aussi parce que c'est ma ville, quoi. Je suis né à Nîmes, j'ai vu mes premières corridas ici, donc ça représente beaucoup pour moi. Et il a pour lui une base qui est très bonne, c'est son courage, de cette intention de ne pas bouger et puis ce sens du temple et de la mesure. Il faut torer en mesure pour ne pas se faire attraper, il l'a beaucoup sur lui et donc je pense qu'il y a des bases s'il progresse pour faire quelque chose dans ce milieu. Un milieu de croyances, de superstitions et de petits détails, le sortéo notamment, tirage au sort des taureaux. Le troisième là, 1, 2, 3. Il faut jauger les bêtes avant de s'en remettre au hasard et à ce jeu-là même le papier compte. Papier cigarette parce que c'est très facile à rouler.
C'est très facile à faire une petite boule, on fait 3 boules qui sont égales et donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de tricherie possible. Une sincérité que les 3000 spectateurs ont reconnue ce matin dans la prestation du jeune Nîmois. Très bon, le taureau est vraiment bien et le novière pas mal aussi. Hors des arènes, pour encore 3 jours, la Feria 2009 s'empare de la ville. On y attend près d'1 million de participants. Direction la Porte d'Auteuil à Paris, Roland-Garros avec les victoires et les défaites du jour. Je vous rappelle que toutes les rencontres sont à vivre en direct sur France Télévisions et sur francetélévisions.fr. Aravan Rezaï, la jeune Française d'origine iranienne, est venue à bout aujourd'hui d'une Portugaise très expressive, vous allez voir. Gilles Simon, le numéro 1 français, lui quitte le tournoi dès le 3e tour. Jocelyn Ouana aussi. À Rontanzit, José Boulestex. Jocelyn Ouana est bien la vedette du jour ici à Roland. Après son homérique victoire face à Safine, dans les allées, le Français et son mètre 90 ne passent plus inaperçus. Mais je suis un peu étonnée de le voir comme ça parce qu'il me paraît plus grand que quand on le voit à la télévision. À 23 ans, le discret Tourangeau, ami de Tsonga et mon fils, sort de l'ombre. Vous étiez plus tranquille il y a 2 jours. Ouais, c'est vrai que ça a un peu changé par rapport à ça. Mais cet après-midi sur le central, le Français émoussé physiquement après 2 matchs en 5-7 cède logiquement face au redoutable Chilien González. Au final, c'est une défaite en 3 manches. Pour Gilles Simon, c'est une sortie dans la douleur. Le genou du numéro 1 français s'est bloqué sur cette glissade. Mené 2-7-0, Simon termine au courage, battu en 3 manches par le Roumain Anescu. À gorge déployée, la chipie portugaise, l'archer des Brito et ses rugissements agacent. Aravan Rezaï, tout comme le public, n'en peuvent plus. On ne peut pas crier comme ça, c'est pas normal. Moi, ça me dérange énormément. En 2-7, la franco-iranienne finit par faire taire la portugaise. En 8e de finale, Rezaï affrontera Dinara Safina, la numéro 1 mondiale. Quant à Mademoiselle des Brito, sortie sous les sifflets du public, la voilà réduite au silence. La dépression médiatique de Susan Boyle, la nouvelle star britannique, va-t-elle jeter l'éponge avant la finale de demain soir? La favorite de l'émission Britain's Got Talent, encore inconnue il y a 6 semaines, est tellement sous pression qu'elle frôle le nervous breakdown. Maryse Burgot et Laurent Desbois sont nos correspondants à Londres. Difficile aujourd'hui de rater le visage de Susan Boyle dans la presse britannique. La star est au bord de la crise de nerfs, les fans, la presse, la police, tous les nerfs. Alors les juges de l'émission soutiennent leur star, pas mécontents de ce regain d'attention fort opportun à la veille de la finale. C'est une dame d'un certain âge qui vient d'un petit village d'Écosse. Elle a beaucoup de mal à supporter la pression. Elle était en pleurs hier et elle voulait vraiment quitter le show. Elle a fait ses bagages, elle ne voyait plus de raison de continuer. Susan Boyle a jusqu'à présent montré du talent et beaucoup d'assurance. Mais celle que l'on appelait à l'école, Suzy la Simplette, pourrait-elle craquer demain soir? En attendant, quelques paparazzi espèrent le bon cliché devant son hôtel à Londres. Si vous avez une photo d'elle en train de faire quelque chose, ça se vend plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Plus question de la filmer dans son HLM en Écosse. 200 millions de personnes l'ont regardée sur Internet. Même Barack Obama n'a pas eu une telle adhésion. Ce qui est remarquable, c'est que je n'ai même pas d'ordinateur. C'est fantastique. Si elle l'emporte demain soir, elle gagnera 115 000 € et le droit de chanter en fin d'année devant la reine. Demain soir donc. On retiendra de lui sa moustache et son accent québécois, mais surtout son humour et sa bienveillance à l'égard de ses victimes. Marcel Béliveau, l'inventeur de Surprise Surprise, est mort hier à l'âge de 69 ans. Il souffrait d'un cancer. Ses émissions si populaires lui survivront. François-Julien Piednoir. Des caméras qui sortent de nulle part, des célébrités déboussolées, c'était la spécialité de Marcel Béliveau.
Bonsoir à la maison, bonsoir à vous, merci d'être ici sur le plateau de Surprise, Surprise. La moustache québécoise la plus célèbre des années 90 a révolutionné la caméra cachée en piégeant les stars, parfois avec une simple clé tombée dans une poubelle fermée. Comment vous faites? Vous jetez un machin, un papier, et en même temps vous avez les clés qui ont glissé. Comment vous faites? Ça vous est jamais arrivé? Mais non, moi je les vide. Mais vous me prenez pour un con ou quoi? Ah non, est-ce que j'ai dit ça? Bon non, mais vous avez l'air de me prendre pour un con. Je sais que vous videz les ordures. Ce que je vous demande, c'est de pas vider celle-là parce qu'il y a les clés de la voiture dedans. Vous venez de Montréal pour faire des conneries pareilles. Surprise, surprise, débarque dans les foyers français en 1987 et s'exporte dans 90 pays. Pendant 10 ans, Marcel Béliveau imagine les scénarios les plus loufoques. Une de ses plus célèbres victimes, Thierry Lhermitte. Un soir de match de foot au Parc des Princes, l'acteur découvre en direct un de ses amis remplir un drôle de pari. Même le commentateur télé est complice. En voilà, ah bah il y en aura eu. Bah tiens, c'est le pote de Thierry Lhermitte qui nous fait un remake. Oh Thierry, tu m'as vu là? Tu veux quoi le plus? Oh, et tu veux quoi Thierry? Tu veux passer à Surprise? L'émission donne cette image qu'effectivement, les vedettes qu'on croit qui agissent autrement que le monde ordinaire, finalement, dans la vie de tous les jours, ce sont des gens ordinaires. On va y aller tout de suite avec notre premier gag. Et dans ce Sans premier surprise, gag, la famille de Marcel Béliveau a fait savoir que les obsèques se tiendraient dans l'intimité, donc sans caméra, même cachée. Très zélé. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Nouvelle hausse du chômage. En avril, 58 500 demandeurs d'emploi de plus qu'au mois de mars. Plus 24,6 précisément en un an. Une tendance qui, selon le Premier ministre, vous l'avez entendu, va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année. La France compte actuellement 2 506 700 chômeurs. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météo de Nathalie Riouet. 20h35, votre série PJ. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour le journal et à 13h15, dans 13h15 le samedi. Ne manquez pas un document exceptionnel, vous le verrez. Excellente soirée à tous sur France 2. À demain. Merci. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.